Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Loup Pulicani de l'association TK21. Bonjour Jean-Loup. Bonjour. Jean-Loup, vous êtes là ici avec moi pour parler donc de cette association. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire TK21? TCAP, c'est T'es capable, parce que une des valeurs de notre association, c'est de dire que toute personne a des capacités et est capable, effectivement, de faire plein de choses par elle-même, à Donc condition qu'on lui donne les moyens. voilà. Donc TK21, ça inclut les personnes souffrant du handicap de la trisomie 21, mais pas que. Il y a d'autres facteurs et d'autres symptômes mis en avant. Mais aujourd'hui, on va déjà peut-être parler de tout ça. C'est quoi l'origine de l'association? Alors, en fait, ce sont des familles. Il y avait deux associations au départ, une plus spécifique au niveau de la trisomie 21 et une plus sur les troubles autistiques ou les troubles 10 TDAH. Et puis, sur la région, on s'est rencontrés et on s'est dit que c'était aussi bien d'être ensemble pour être plus fort. Parce que malheureusement, les problématiques pour toutes ces personnes sont un petit peu les mêmes. Alors, on va y revenir un petit peu sur ces problématiques-là. Aujourd'hui, vous êtes vous-même parent d'enfants trisomiques, c'est ça? Je suis parent de trois filles, dont une qui a 22 ans et effectivement qui a une trisomie 21 et qui a toujours été en milieu ordinaire. Comment ça se passe dans le quotidien? Alors, dans le quotidien aujourd'hui, donc elle a eu une formation. Elle a fait sa scolarité avec les dispositifs Ulysse. Les dispositifs Ulysse, c'est des classes enfin des dispositifs qui sont dans les écoles ordinaires et qui appuient les enfants qui ont des difficultés particulières, comme ma fille. Donc, elle a pu suivre ça tout au long de sa scolarité. Et à la fin, elle était en lycée professionnel pour suivre un CAP restauration-service, puisque son choix, c'était de devenir serveuse en restauration traditionnelle. Donc, aujourd'hui, elle est en stage actuellement parce qu'il y a eu pour elle la période Covid. Et la période Covid, ça a été presque 2 ans où elle n'a plus rien fait. C'était à la fin de sa scolarité. Et donc, il faut maintenant qu'elle se remette un petit peu dans les routines du travail. Et donc, c'est ce qu'elle fait au travers de stages actuellement. Sachant que en dehors des stages, elle a beaucoup de prise en charge parce que pour ces personnes, il y a besoin de d'appui pour arriver à petit à petit devenir autonome. Donc, elle a de l'orthophonie, elle a de la psychomotricité, elle a de l'équithérapie, donc de la thérapie avec un cheval, et elle a une éducatrice qui fait de la rééducation dans un certain nombre de domaines. Donc, en plus, elle a un planning très chargé, c'est ça. Elle a un planning relativement chargé, oui, parce qu'en plus, elle fait du chant, elle fait de l'art plastique, elle fait, voilà, diverses choses complémentaires. Mais ce qui est important, c'est aussi de soulever les difficultés que l'on peut avoir par rapport à l'inclusion de personnes souffrant de trisomie 21, comme TDAH, comme d'autisme, ou d'autres symptômes ou d'autres handicaps non visibles et non visuels dans l'immédiateté. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est fait dans la société, dans notre société? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose de réellement fait aujourd'hui en 2023? Alors, ça dépend un petit peu des domaines. Je dirais que dans un sens, nous, on a eu la chance que Emma ait une trisomie 21, car la trisomie 21 se voit très vite, et donc le diagnostic est fait dès la naissance. Alors que pour d'autres troubles, les diagnostics sont plus difficiles. Et en France, on n'est pas très très bon, puisque par exemple pour les troubles autistiques, le diagnostic en moyenne est fait autour de 5-6 ans,
alors qu'il y a un certain nombre de pays en Europe où c'est fait avant l'âge de 3 ans. Et en fait, plus le diagnostic est fait tôt et plus on peut prendre en charge les difficultés et apporter à la personne des compensations qui vont lui permettre d'avancer beaucoup plus vite et de progresser. Aujourd'hui, face à une personne souffrant de trisomie 21, ou d'autisme, TDAH un petit peu moins, puisque l'inclusion est encore différente. Ben, comment ça se passe, cette inclusion, dans le plan scolaire? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est réellement accompagné ou c'est encore difficile? Donc, globalement, c'est très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très difficile parce que euh, en France, on considère que les enfants qui ont des troubles importants ne doivent pas aller à l'école ordinaire, même si c'est la loi, et on considère qu'ils doivent être en institution, en établissement. Donc, ce sont les instituts médico-éducatifs. Mais dans notre association, nous considérons que euh, l'éducation, en aucun cas, d'aucune personne ne peut se faire séparée des autres. Donc, dans l'éducation, il y a aussi l'aspect social, et l'aspect social ne peut se faire que au milieu des autres. Et même si, bien sûr, un certain nombre vont avoir des difficultés parce qu'ils ont des difficultés au niveau cognitif pour apprendre, ça va être difficile pour eux. Mais malgré tout, le fait d'être avec les autres les fait progresser en tant que tel. Alors que rester dans un milieu protégé avec uniquement d'autres personnes qui ont les mêmes types de symptômes, à ce moment-là, ils progressent beaucoup moins et c'est constaté partout dans le monde. Mais Mais en même, France, on est très oui, attaché à ces établissements. je voulais dire, mais même sur le niveau cognitif, de toute façon, quand on reste dans quelque chose de fermé, de fermant, au niveau cognitif, c'est déjà difficile pour une personne dite entre guillemets normale, même si là, le mot normal n'est pas du tout adapté, puisque nous sommes tous normaux. Hein, c'est aussi Mm. l'idée derrière cet échange-là, c'est de rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a un handicap qu'il y a anormalité, et que bien au contraire, ces personnes, ces enfants, parce que là on est sur la base des enfants, même si on va voir après comment ça se passe en grandissant, mais ces enfants sont tout ce qu'il y a de plus socialement normaux. Et c'est dommageable, en plus qu'il y a des lois, je pense à la loi Blanquer de 2005, il y a des lois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce ne soit pas complètement appliqué? Est-ce qu'il y a des raisons justifiables? Bah, la raison, c'est qu'il y a des établissements en France. On est très spécifique par rapport à ça dans le monde entier. Et par rapport à ça également, il y a une charte des Nations Unies sur le droit des personnes avec handicap que la France a signée, mais que la France n'applique pas. Et notamment dans cette charte, il est prévu qu'il n'y ait pas d'établissement, que toutes les personnes soient en milieu ordinaire. Or, la France a signé cela. À chaque fois qu'il y a une enquête de l'ONU, on est montré du doigt, mais Safarian continue à faire ça malgré tout, quoi, avec en plus la problématique des troubles autistiques. Où dans les troubles autistiques, on a encore une particularité en France, c'est que on a beaucoup de psychanalystes, alors que petit à petit dans le monde, euh, un domaine qui s'est arrêté parce qu'on a constaté les méfaits de la psychanalyse. Mais sur l'autisme, c'est abominable parce que la théorie psychanalytique pour l'autisme, c'est que c'est dû essentiellement à la mère qui ne saurait pas se conduire avec ses enfants. Et donc, voilà, c'est la faute de la mère s'il y a de l'autisme, alors que dans le monde entier, on a prouvé avec des scanners, avec des IRM, que l'autisme, il y avait des problématiques au niveau du cerveau qui étaient créées avant la naissance, in utero. Donc, quelle que soit l'action de la mère, l'autisme est là, malheureusement, pour les personnes. Mais en France, on continue malgré tout, notamment dans l'enseignement de tout le personnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de médico-social, de former les gens sur cette base-là. Et donc, c'est encore un problème supplémentaire pour ces familles et ces personnes.
Oui, parce que on parle des personnes qui vivent dans ces handicaps non visibles et non visuels, mais il y a aussi les familles derrière. Et c'est vrai que la démarche des familles, souvent, c'est très compliqué. Quand on a un enfant qui souffre de trisomie ou qui souffre d'autisme, ou même de TDAH, hein, c'est très compliqué pour un parent d'être à 100% pour son enfant. Et on voit la difficulté, surtout quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il y a un manque de soutien. Alors bien sûr, il y a la solution des IME, comme on disait là précédemment, ces infrastructures bien adaptées, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, en ayant connaissance aussi de comment ça se passe dans la majorité des IME aussi, hein, le personnel est en saturation également. Et d'ailleurs, il serait intéressant d'avoir le point de vue d'un personnel d'IME pour, voilà, avoir des témoignages directs. Mais c'est vraiment ça. Il y a aussi ces familles. Vous, votre fille a eu la possibilité, euh, peut-être aussi parce que vous avez pu lui apporter cette possibilité-là Et d'amorcer et d'ouvrir sa vie. puis parce qu'on s'est battu dès la naissance pour faire en sorte que elle ait accès à ce milieu ordinaire. C'est-à-dire que pour tous les enfants avec handicap, il faut passer par la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Et c'est à la MDPH que se décident les orientations des personnes et les compensations que l'on peut avoir au niveau financier notamment par rapport à cela. Et un certain nombre de MDPH décident que pour des enfants avec des grosses difficultés, eh ben, ce sont les établissements. Donc il faut se battre, voire souvent aller au tribunal pour obliger l'État, puisque la MDPH, c'est quand même une structure qui vient de l'État, même si elle dépend des départements, à faire en sorte que d'appliquer la loi. Donc aujourd'hui, c'est relativement difficile, effectivement, déjà d'obtenir le milieu ordinaire pour nos enfants. Et après, l'autre difficulté, c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'accompagnement à l'école, parce que ben, la France met énormément de moyens dans les établissements, et du coup, il n'en reste plus à l'école. Donc, pour les enfants qui ont des difficultés importantes, eh ben, si, il y a ce qu'on appelle les AESH, les personnes qui sont chargées d'accompagner ces enfants, mais ces personnes n'ont aucune formation et en plus sont payées très très peu. En moyenne, elles ont moins de 800 euros par mois. Et donc, les personnes qui vont faire ce travail, c'est parce qu'elles trouvent rien d'autre, quoi, hein, et elles n'ont pas forcément de formation par ailleurs. Et accompagner un enfant avec des troubles comme la trisomie 21, les troubles autistiques ou un TDAH, un trouble de l'attention, ça se fait pas comme ça, quoi. Oui, il est Ça demande un nécessaire minimum. d'être un minimum formé, voire un Voilà. maximum dans le meilleur des cas. Vous-même, votre fille a plus de 20 ans aujourd'hui. Comment ça se passait il y a 20 ans en arrière? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que vous avez observé des évolutions dans les possibilités d'accompagnement ou est-ce qu'on est toujours au même point? Globalement, on constate au niveau national qu'il y a même une régression par rapport à 2005. En 2005, il y a eu une tendance à aller vers l'inclusion, effectivement, comme la loi le prévoyait. Et là, on fait plutôt marche arrière globalement, et on a tendance à remettre toutes les personnes avec beaucoup de difficultés dans les établissements. Et ça, on le constate malheureusement dans beaucoup d'endroits. Et alors, si, il y a eu une chose quand même, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'AESH mises dans les écoles. Mais bon, ça n'est en aucun cas, ou que dans quelques cas, la solution, puisque en fait, ce que font beaucoup de pays européens, au niveau de l'école, c'est pas de mettre des personnes non formées en plus, c'est de mettre des enseignants spécialisés en plus dans les classes où il y a ce type d'enfants. Mais c'est pas le choix de la France aujourd'hui. Donc c'est très difficile et ça demande souvent
un accompagnement très important des parents pour compenser ce que ne fait pas l'éducation nationale. Le sujet de l'inclusion et de l'ouverture d'esprit est de plus en plus, on va dire, à la mode ces temps-ci. Et ce qui se passe, c'est que les personnes souffrant de handicap sont, elles, je vais peut-être utiliser le mot qui va être un peu lourd, mais elles sont peut-être même enfermées, parquées, pour ne pas les voir dans des infrastructures. Euh, c'est aussi pouvoir ouvrir les consciences et se dire que non, ces personnes ne sont pas dangereuses, non, ces personnes ne vont pas nous contaminer, non, ces personnes ne sont pas porteuses d'un gène qui va détruire et éradiquer la planète. Donc, c'est important aussi de rappeler ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans un état de santé, que ce soit une fragilité physique ou émotionnelle, que ce soit un trouble cognitif, que ce soit même un trouble physique, une déficience physique, ce n'est pas une raison de dissocier en fait cette humanité qui se veut aujourd'hui tellement inclusive dans ses idéaux, mais qui en fait là on constate dans ce que vous dites que on est dans une régression totale. Par Et, rapport à la et, et, société, et- Excusez-moi, et surtout en France, là-dessus, on voit une grosse différence. Notre fille, c'est un handicap qui se voit, parce que la trisomie, on le voit. Et aujourd'hui, on constate en posant la question à des personnes avec trisomie sur tout le territoire, que leur plus grosse difficulté quand on leur demande, c'est le regard des autres. Donc en France, on a un regard vis-à-vis des personnes handicapées qui n'est pas très bienveillant, globalement. Alors que on a eu la chance d'aller dans un certain nombre de pays européens. Dans beaucoup de pays, le regard est tout autre. Parce que, justement, il y a cette inclusion des personnes. On a l'habitude de les rencontrer à l'école, dans le travail, dans les loisirs, dans le sport. Alors que chez nous, non, ils sont parqués, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc on les oui, voit pas. Et tout ce qu'on voit pas, toute cette différence paraît étrange. Donc on en a un peu peur, on ne sait pas trop. Et le regard est pas très bon, malheureusement. c'est un peu la démarche cognitive, c'est-à-dire que quand on est habitué à voir un certain Mm. environnement, un certain espace de vie ou de certaines personnes dans notre quotidien, on les imprègne beaucoup plus facilement et on observe moins la différence ou les différences qui pourraient être présentées dans d'autres cas comme quelque chose de compliqué. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on rappelle, hein, et je pense que là, vous êtes aussi la meilleure personne pour le préciser, il y a ce regard de dangerosité de, par rapport à un enfant ou un adulte trisomique. Souvent, on a tendance à avoir un petit peu peur des risques qui peuvent être mis en cours. Est-ce qu'il y a de réels risques pour une autre personne ou au contraire, c'est encore une idée préconçue, c'est quelque chose de bien formaté et que c'est encore nécessaire de le transmettre au public? Non, il n'y a pas plus de risque avec ce type de personne qu'avec une autre. Après, comme toute personne, il y en a qui sont un peu plus calmes que d'autres plus violentes, d'autres plus ceci, d'autres plus cela. Mais c'est pas la trisomie qui fait qu'elles sont plus dangereuses que les autres personnes pour autrui, quoi, en tous les cas. Et par contre, ce que l'on peut constater, c'est que quand ces personnes-là sont dans un environnement bienveillant, où le regard est d'abord un regard de personne avant de regarder le handicap, et ben plein de choses se passent très bien. Et je le constate aujourd'hui dans le stage qu'effectue ma fille. Elle est dans un restaurant sur Montauban, Buffalo Grill, et il se trouve que toute l'équipe de ce restaurant euh, a commencé à regarder notre fille comme une personne avant de la regarder comme une personne handicapée. Et ma fille le ressent très très fort, ce regard-là, et sa conduite est fonction de ce regard. Donc quand le regard est bien, ben, sa conduite à elle est bien, et les choses se passent bien, tant et si bien qu'aujourd'hui, dans le restaurant, ils lui font faire des choses qu'il n'avait pas osé faire au niveau de sa formation en lycée professionnel. Donc, en lycée professionnel, ils avaient peur encore que le chromosome leur tombe dessus. Alors que là, non, il n'y a aucune crainte. Et petit à petit,
ils la mettent sur tous les éléments de son métier de serveuse. Et globalement, ça se passe bien, quoi. Sur le côté autonomie d'un enfant qui devient un adulte trisomique, d'un enfant trisomique qui devient un adulte, je reformule ma question. Sur le côté vraiment autonomie, comment ça se passe? Est-ce que ça demande quand même un certain accompagnement, un certain cadre, ou au contraire, il n'y a pas de souci, en dehors bien sûr des accompagnements orthophonistes, psychomotes, etc. Alors, l'autonomie, ça demande un accompagnement très important dans tous les domaines. Par exemple, pour se déplacer, euh, il faut d'abord faire connaître le chemin pour aller d'un point à un autre et que la personne puisse le repérer un certain nombre de fois petit à petit, à force de le faire comme ça de manière accompagnée, arrive à le faire toute seule. Mais bon, je vois pour ma fille, par exemple, c'est pas sans risque parce que au début, quand elle a commencé à circuler sur Montauban toute seule, il y a des fois où elle s'est perdue. Il y a des fois où c'est la police qui m'a appelé parce que elle n'était pas forcément au bon endroit. Ça peut être l'hôpital aussi qui m'a appelé parce que c'est les pompiers qui l'avaient ramassé à un autre endroit. Voilà. Donc il y a effectivement des difficultés. Rien n'est simple pour ce type de personnes et tout nécessite un long apprentissage. Alors ils arrivent à presque tout faire, mais avec un apprentissage extrêmement long. De même, ils peuvent apprendre à s'occuper de leur santé, à s'occuper de se laver correctement, à s'occuper de laver leur linge, à s'occuper de leur nourriture. Mais bon, la nourriture, c'est encore plus compliqué parce que euh, tant que c'est juste réchauffer un plat ou hop, ça va. Quand il faut faire la cuisine avec de la cuisson, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, toute autonomie, prendre les transports en commun, c'est aussi un certain travail. Alors, après, il y en a qui arrivent à se débrouiller très vite dans certains domaines. Je connais une personne comme ça sur Toulouse qui connaît le plan du métro de Toulouse et des bus quasiment par cœur et qui est capable de vous indiquer qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller de tel endroit à tel endroit. Et d'autres qui, par exemple, quand ils prennent le train, sont capables de rester dans le train de telle gare à telle gare, mais après, s'il y a un changement, sont totalement incapables d'assurer le changement, par exemple. Donc voilà, après, tout dépend des personnes, de l'apprentissage qu'elles auront reçu, et puis des facultés propres à chaque personne. Oui, parce qu'en même temps, ce que vous pouvez décrire là par rapport au sens de l'orientation, on n'est pas besoin d'être dans la trisomie 21 pour souffrir ou pour avoir une carence en sens de l'orientation. Donc ça, c'est aussi pouvoir poser ça avec une petite note d'humour. Et l'intérêt, il est là également. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, alors on reste en France bien sûr, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux personnes souffrant de trisomie? Alors, il y en a, mais globalement, il y en a. Alors, je dirais que c'est pas que l'entreprise. La problématique, c'est déjà les personnes et leur environnement, leur famille, qui aujourd'hui, globalement en France, ont tendance à être poussées vers les établissements. Donc, les personnes se retrouvent souvent dans les établissements. Et comme il n'y a pas assez d'établissements, il n'y a pas assez de place, ils restent dans les familles et puis ils font rien. Donc malheureusement, il y en a beaucoup dans ce cadre-là. Et il y en a heureusement de plus en plus, mais ça reste très faible comparé au nombre de personnes, mais de plus en plus quand même qui intègrent
le milieu ordinaire au niveau du travail, sachant que il y a quelques dizaines d'années, les personnes avec trisomie pouvaient aller dans ce qui s'appelle les ESAT, qui sont des établissements de travail pour les personnes handicapées. Avant, on appelait ça CAT. Et malheureusement, dans ces CAT, là aussi, on est condamné par l'ONU parce que les travailleurs handicapés qui travaillent en ESAT ne sont pas considérés comme des travailleurs. Donc, ils ont une indemnité, mais ils n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas soumis au Code du travail. Ils n'ont pas de syndicat. Ils n'ont pas de représentation syndicale. Ils ont rien de tout ça parce que ils sont pas considérés comme des travailleurs comme les autres. Et là, c'est totalement anormal. Alors, la France dit oui, oui, on va changer, mais pour l'instant, elle ne change rien. Et, et voilà. Et aujourd'hui, en plus, ces ESAT doivent être de plus en plus rentables. Donc, ils trouvent que les personnes avec trisomie sont pas assez rapides et pas assez efficaces et efficients. Donc, maintenant, ils en prennent plus. Et les personnes sont renvoyées plutôt dans ce qui s'appelle des foyers occupationnels. Donc, on occupe les gens alors qu'ils sont tous a priori en capacité de travailler en milieu ordinaire. Et peut-être aussi en demande aussi de cette inclusion, de cette Oui. ouverture à l'autre. Ah ben, quand ils connaissent cette possibilité, parce que si on leur a jamais fait découvrir, ben, ils diront pas qu'ils veulent ça. Mais si on leur fait découvrir, ben, effectivement, c'est ce qu'ils veulent. Et- D'où l'importance de l'association TK21 qui met en place, hein, qui fait en sorte de mettre en place des actions. Et quels sont les objectifs là à ce jour de l'association, à ben, court terme et à c'est long terme? à court terme, c'est énormément d'appui aux familles parce que les familles se retrouvent, je le disais tout à l'heure, devant les administrations, les MDPH notamment, et ne savent pas ce qu'il faut faire, comment faire pour obtenir que leur enfant, leur adulte, puisse faire telle ou telle chose. Donc, l'appui aux familles est extrêmement important pour permettre effectivement de ne pas être tout seul face à toutes ces structures. Donc ça, je dirais que c'est la première des choses que l'on fait. Après, c'est soutenir aussi l'association vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis de la MDPH, vis-à-vis de toutes ces structures, pour elles soient représentées justement dans toutes ces structures. Mais peut-être aussi représentés, mais pas forcément en minorité. Je pense là au métier de l'audiovisuel où on peut voir de temps en temps quelques personnes qui soient représentatives de tel ou tel handicap, mais ça reste toujours en minorité. Et c'est vraiment, c'est tout au fond le siège derrière, derrière, derrière. Et il y a quand même ce regard très restrictif là-dedans. Ah ben ça reste compliqué, mais on s'aperçoit quand je vois par exemple pour les restaurants pour ma fille, à chaque fois qu'on est allé dans un restaurant et qu'on a bien senti l'équipe ou le patron et qu'on leur a demandé est-ce que vous prenez des personnes comme notre fille en stage, on nous a toujours dit oui. Et globalement, quand on sentait ce regard bienveillant, après, ça se passait toujours très bien. Donc, des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu, je pense qu'il y en a beaucoup. Le problème, c'est de les contacter et surtout qu'il y ait des jeunes qui aient envie et leur famille, leur environnement, qui aient envie d'y aller, quoi. Sachant il y a même des associations qui ont réussi pour des troubles autistiques à placer des personnes avec des troubles relativement très importants dans des entreprises. Alors, en mettant en place de l'accompagnement, bien sûr, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça, mais en faisant ce qu'il faut pour accompagner les personnes, pour accompagner l'entreprise, ben, toutes les expériences qui ont été menées montrent que ça se passe bien, que les entreprises sont contentes, que les personnes sont contentes, euh, mais ça reste très faible par rapport au nombre de personnes qui sont concernées par cela en France, quoi, Alors, juste malheureusement. une petite dernière question avant de conclure.
l'accompagnement humain dans la dimension familiale d'un enfant souffrant du trouble autistique ou de trisomie 21 ou même de TDAH inclut aussi un coût financier de la part des familles. Est-ce qu'il existe des organismes d'aide ou toujours pas? Alors oui, ça, pour les enfants, c'est-à-dire pour la MDPH jusqu'à 20 ans, la MDPH prend en charge euh, presque tous les coûts des professionnels qui sont nécessaires pour ces enfants. Par contre, il y a des coûts qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, un certain nombre de coûts de transport. Les coûts de transport pour les professionnels qui sont remboursés par la sécurité sociale, comme des orthophonistes par exemple, ça, il n'y a pas de problème, c'est la Sécu qui prend en charge. Mais par exemple, la psychomotricité ou autre, là, c'est pas pris en charge. Et du coup, les transports sont pas pris en charge non plus. Également, quand les troubles sont importants, souvent la maman, voire le papa, réduisent leur activité, voire l'arrêtent complètement dans un certain nombre de cas, parce que il faut s'occuper de son enfant. Et là, la MDPH peut prendre en charge un petit peu de perte de salaire, mais c'est un petit peu. Et ça n'a rien à voir avec la baisse de salaire induite par cette diminution ou cet arrêt d'activité. Donc, il y a une bonne prise en charge des professionnels, mais pas de tout ce qui est à côté. Ouais. Et donc, pour beaucoup de familles, ça représente, s'ils veulent mettre en place ce qu'il faut pour l'autonomisation des personnes, et ben, ça a un coût non négligeable Pour et que conclure tout le monde cette peut pas. Oui, tout le monde ne peut pas, oui. Pour conclure cette émission, Jean-Loup, qu'est-ce que vous aimeriez dire comme message à tous ceux qui sont de l'autre côté de la radio, de l'autre côté de la visio, qui sont de l'autre côté? Qu'est-ce que vous aimeriez dire en quelques mots pour transmettre un petit peu le message de TCAP 21? Ben, ce qui serait extraordinaire, c'est que tout un chacun, on arrive petit à petit à avoir ce regard vis-à-vis de tout être humain, de d'abord regarder une personne avant de regarder un être qui n'a pas la même couleur de peau, à qui il manque un bras ou qui ne peut pas voir, ou qui a des troubles divers, qu'on regarde d'abord l'être humain qui est en lui. Et je pense que si on pouvait arriver à ça dans notre société, dans nos sociétés, eh ben, beaucoup de choses changeraient et s'amélioreraient. Un très beau message. Je vous remercie infiniment, Jean-Loup, de ce partage, d'avoir accepté de témoigner, mais également de parler de l'association TCAP 21. Elle existe un petit peu partout sur l'Hexagone, mais pas assez. Donc, n'hésitez pas, chacun, chacune, à regarder un petit peu ce que propose l'association, parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas dans notre entourage quelqu'un qui souffre d'un handicap tel que la trisomie 21, l'autisme, le TDAH, que l'on ne peut pas s'intéresser et peut-être soi-même ouvrir une porte de plus, un partage de plus, un échange de plus. Tout à fait. En tout cas, merci encore une fois, Jean-Loup. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard et pourquoi pas avec votre fille si elle le souhaite, si ça l'intéresse. La porte lui est ouverte parce que le témoignage, c'est aussi important qu'elle puisse l'apporter sans avoir besoin de se cacher derrière quelque chose. C'est ça Tout aussi. à fait. Et ça fait partie des actions d'ailleurs que l'on mène au niveau national. Et le week-end prochain, ma fille ira en formation justement de l'association nationale pour lui apprendre à s'exprimer par elle-même, parce que on considère que c'est important que ce soit les personnes elles-mêmes qui puissent dire ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles veulent pour elles-mêmes, et puis pour les autres personnes qui sont comme elles. Mais ça pourra être aussi l'occasion, si elle le souhaite, de partager un échange comme ça tous les trois. D'accord.
Vous êtes tous les deux les bienvenus. Encore une fois, je vous remercie infiniment de ce beau témoignage et j'invite chacun à aller regarder un petit peu ce que propose TCAP 21, mais également, n'hésitez pas à ouvrir vos portes, vos cœurs, votre âme, votre esprit, et en se disant que l'inclusion, elle passe pour tout, mais alors pour tout le monde. C'est ça aussi à Tout prendre à en fait. compte. Merci Daniel. Merci infiniment. Au revoir et à très vite. Au revoir. Au revoir.